toutes et à tous. Nous sommes réunis au Paris Air Forum sur la table ronde comment la France protège son patrimoine technologique et industriel face aux cyberattaques. Une table ronde au thème ô combien important qui pourra sensibiliser évidemment la BITD, la base industrielle de défense et technologique de défense, et les OIV, chers à l'ANSSI. Donc c'est une table ronde à laquelle vont participer le général Didier Tesser, commandant de la cyberdéfense, le colonel Mathieu Marchand, officier cohérence cyber de la direction du renseignement de la sécurité de la défense, la fameuse DRSD, et Emmanuel Nejlan, directeur adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, plus connue sous l'ANSSI. Messieurs, bonjour. 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 On va partir sur l'état de la menace. Général Didier Tesser, quelles sont les principales manœuvres technico-opérationnelles utilisées par les cyberattaquants dans le domaine de l'espionnage? Qu'est-ce que vous avez pu observer en tant que patron de la cyberdéfense du ministère de la Défense? Alors tout d'abord, pour répondre à cette question, je vais vous préciser un peu de quel point de vue je me place en fait. Je me place en tant que commandant de la cyberdéfense des armées. Donc en fait, moi, mes responsabilités sont d'abord de protéger et de défendre le ministère des Armées. Parce que le ministère des Armées, évidemment, par ses missions, il doit être résilient particulièrement. Et donc cette résilience, elle passe par la protection de nos systèmes d'information et de communication, mais aussi par rapport à la protection et la défense de nos systèmes d'armes numérisés, nos systèmes industriels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, pareil, moi, je me positionne par rapport à des attaquants. Comme tout le monde, malheureusement, nous sommes tous potentiellement attaquables par une cybercriminalité, mais aussi, et peut-être principalement pour le ministère des Armées, par rapport à une menace de niveau étatique très, très pointue. Et c'est pareil, dans ces modes d'action, justement, je me prépare à la fois à réagir à des modes d'action qu'on appelle hybrides, donc qui vont utiliser des attaques dans le cyberespace, parfois sous le seuil, justement, de ce que l'on peut appeler dans le droit international la force, l'usage de la force ou l'action armée, et aussi dans l'hypothèse éventuellement d'un engagement majeur. Donc derrière tout cela, j'identifie un certain nombre d'attaquants ou de tentatives d'attaque, et aussi je me dois d'anticiper, et notamment donc en liaison avec l'Agence nationale de SSI et les différents autres acteurs, la DRSD et d'autres acteurs du cyber, de partager ensemble les connaissances que nous pouvons avoir justement sur l'état de cette menace. Et aujourd'hui, cette menace, elle est multiple, elle est variée. Elle utilise à la fois des attaques un petit peu frontales ou un petit peu détournées par notamment, on le sait bien, des attaques par email piégées, soit la pièce jointe est piégée, soit il y a un lien vers un site qui est piégé, et tout cela derrière pour activer un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, en fait, le ministère des Armées, alors je vais peut-être en décevoir certains, je ne vais pas vous lister l'ensemble des tentatives d'attaque que nous avons contrées, mais malgré tout, je vais en citer quand même une qui est assez intéressante, et qui avait été citée notamment par la ministre des Armées, Madame Florence Parly. Il y a donc, en fait, elle avait été annoncée en début 2019, et c'est une attaque qui avait été faite fin 2017, début 2018, une attaque sur nos accès à la messagerie Internet, donc des boîtes aux lettres, une vingtaine de boîtes aux lettres qui avaient été attaquées par un mode d'action qui s'appelle Turla, en fait, et ce mode d'action visait clairement à récupérer des informations sur la manière dont la Marine nationale se ravitaillait en carburant par rapport à l'ensemble des escales dans le monde. Donc ce n'est pas des informations classifiées de défense évidemment, qui ont une petite sensibilité, mais voilà l'objectif, on sent véritablement de cette attaquanture-là, c'était de récupérer ces informations pour pouvoir justement espionner, mieux connaître des éléments, et sachant que les attaques contre lesquelles nous devons nous préparer, ce sont évidemment des attaques contre de l'espionnage, donc directement ou indirectement par rapport à l'ensemble des entreprises qui nous apportent des éléments et des équipements, mais aussi évidemment contre du sabotage, de l'entrave ou contre des modifications de l'information. Donc voilà, aujourd'hui, nous devons de bien connaître tous ces modes d'action des Advanced Persistent Threat, ces groupes élaborés, ces proxys, qui aujourd'hui sont soit en effet avec des objectifs clairement de voler des informations
pour les revendre ou de bloquer des systèmes au travers de rançongiciels pour les revendre, mais aussi parfois justement pour commencer à anticiper, commencer à se prépositionner pour des attaques plus fortes vers des entités, par exemple comme le ministère des Armées. Voilà donc un petit peu aujourd'hui quels sont les modes d'attaque que nous analysons, essayons de bien comprendre pour les caractériser, pour les rattacher à un groupe d'attaquants, faire une imputation, et après, pour que le politique, s'il le souhaite, fasse une attribution en désignant clairement, éventuellement, un État qui est derrière ce type d'attaque. En général, combien d'attaques doit faire face le ministère des Armées de cyberattaques en moyenne par an? Alors, les chiffres sont toujours un petit peu délicats à partager, mais grosso modo, on peut considérer que dans les années qui viennent, 2017, nous étions à peu près à 750 incidents informatiques, puis après 850, 900, 1000. Et en fait, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons changé notre thermomètre. Et en fait, maintenant, on est plutôt à 1000, 2000 tentatives d'attaque, mais c'est parce qu'en fait, on regarde plus profondément, on regarde plus large, et on identifie un certain nombre, justement, d'incidents cyber, et après, nous les catégorisons en disant, bon, ça, c'est la petite cybercriminalité, ok, c'est du bruit de fond, mais il faut être capable de s'en prémunir. Ou bien, là, on sent qu'on a été ciblé, et puis après, on se dit, mais qui nous a ciblé? Est-ce que c'est une attaque de niveau étatique ou non? Et là, en fait, ce sont quelques pourcentages où on sent qu'en effet, il y a un certain nombre de groupes élaborés, soit de cybercriminels très organisés, soit potentiellement peut-être de nature étatique, qui essayent de sentir nos systèmes, de faire de la reconnaissance de notre surface numérique. Et c'est quoi, grosso modo, le pourcentage cybercriminalité, cyberespionnage en fin d'État, grosso modo? Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est 90% en fait, hein, et nous ne sommes pas ciblés en tant que tels, ce sont des rebonds, des campagnes massives qui nous touchent. Merci Général. Emmanuel Nelgelin, du point de vue de l'ANSSI, constatez-vous une explosion chez les opérateurs d'importance vitale de ces attaques, et sont-ils également ces OIV cibles d'attaques de cybercriminels? Oui, alors effectivement, il faut, comme ça a été dit précédemment, il faut vraiment distinguer les deux phénomènes, hein, la cybercriminalité d'un côté et puis les menaces étatiques de l'autre. Concernant la cybercriminalité, c'est vraiment elle qui explose, hein, qui touche de manière très indiscriminée tous les secteurs d'activité et toutes les tailles finalement d'entreprises ou d'établissements, hein, puisque le but de ces criminels, c'est de faire du gain très rapidement, donc qu'importe la victime, pourvu qu'il y ait du gain au bout, et preuve en est, c'est qu'ils attaquent même les hôpitaux, qui ne peuvent pas payer, c'est bien connu. Alors c'est vrai que pour les opérateurs d'importance vitale, qui sont généralement plutôt bien sécurisés, qui ont pris en compte cette problématique de cybersécurité depuis la LPM de 2013. Hein. Donc c'est une menace qui pèse, qui peut toujours arriver, mais qui est moins présente et qui a peut-être moins de conséquences que les attaques qui sont plutôt l'origine, là pour le coup, d'État, et qui visent à faire de l'espionnage. Et effectivement, comme l'a dit le général, le nombre de ces attaques d'espionnage, là, pour le coup, est beaucoup plus limité, en tout cas celles qu'on peut observer, évidemment, mais elles sont beaucoup plus sophistiquées, et ce sont des attaques aussi qui s'étalent sur une durée extrêmement longue, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc des choses très difficiles à détecter, mais qui sont également extrêmement dommageables pour nos opérateurs d'importance vitale et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes après sur, non pas leur fonctionnement immédiat, mais sur leur marché, sur la viabilité de ces entreprises, sur leur avenir à moyen ou long terme. C'est bien de ça dont on parle. Merci. Colonel Mathieu Marchand, la base industrielle technologique de défense est un enjeu majeur de la souveraineté française. Elle est à la fois performante et innovante et donc suscite des convoitises des intérêts étrangers. Quel est le constat de la DRSD sur l'état de cette menace? Et au-delà de la cyber, constatez-vous également une recrudescence des cas d'espionnage classiques au sens des films d'espionnage qu'on peut voir au cinéma? Est-ce que effectivement il y a une recrudescence de ces cas? Donc voilà, c'est une première série de questions. Alors, effectivement, la BITD dont vous parlez, c'est environ 4000 entreprises. Donc, parmi ces entreprises, on a un spectre assez large qui va des OIV dont on parlait tout à l'heure, qui sont des entreprises qui ont les moyens d'assurer leur cyberprotection
à des niveaux assez élevés, jusqu'aux TPE, PME qui souvent sont des pépites dont il faut protéger les informations, les technologies, les développements. Et donc le ministère des Armées en général s'attache à protéger ces entreprises. La BITD le fait, la DRSD le fait par son maillage territorial. Donc le service dispose d'un certain nombre d'acteurs en région et en Île-de-France. Ces acteurs disposent tous d'un panier d'entreprises et ils s'attachent à lier avec ces patrons d'entreprise, avec les DSI, avec les OCSSI, des liens particulièrement étroits qui nous permettent d'avoir des retours et de connaître le niveau de cybersécurité assuré sur les systèmes d'information de ces entreprises. Et donc, par cette connaissance étroite, eh bien, le service a une remontée d'informations qui est très précise et qui nous permet de prendre les mesures adéquates, notamment des mesures en termes de conseils. Donc nos inspecteurs, nos auditeurs et puis les agents du service en province font des démarches de conseil auprès des entreprises, des démarches également de sensibilisation. Donc nous avons fait un focus extrêmement important sur ces sensibilisations, depuis les COMEX des entreprises jusqu'aux salariés. Et donc nous nous attachons à mener des actions précises et des actions focalisées sur la menace auxquelles doivent faire face donc les salariés jusqu'au PDG et membres des COMEX des entreprises. Donc le directeur m'a fixé, puisque c'est mon travail dossier de cohérence, cette mission de protection de la BITD. Et donc je m'attache en liaison avec le ComCyber et puis l'ANSSI, bien évidemment, à assurer cette protection avec les moyens dont dispose le service. En matière d'espionnage, on a l'impression que la France revient un peu dans le jeu parce qu'elle était très focalisée depuis 2015, depuis les attentats, en tout cas les attentats terroristes. Elle était très focalisée sur le terrorisme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle revient un peu, entre guillemets, évidemment, elle revient un peu dans le jeu. Est-ce qu'on avait un peu délaissé cette problématique ou pas, colonel ? Alors effectivement, les attentats de 2015 et 2016 ont mécaniquement entraîné le recentrage des activités d'un certain nombre de services de l'État sur la menace et la lutte contre le terrorisme, qui était devenue la première menace à laquelle l'État devait faire face. Donc effectivement, en 2015 et 2016, s'est opérée cette espèce de focalisation sur cette menace particulière. Le service, donc la DRSD, a continué sa mission qui est beaucoup plus large que le terrorisme, puisque nous couvrons également l'espionnage, le sabotage, la subversion, enfin tout, et puis le crime organisé. Donc le service a poursuivi ses missions malgré tout, et nous avons bénéficié par ailleurs des effets de la LPM, donc des effets positifs en termes de ressources, donc ressources humaines, puisque le service est monté en puissance au plan des ressources humaines et financières. Donc bien qu'un certain nombre de services se soient recentrés sur cette menace que constituait le terrorisme, eh bien le fonds de SAC et le fonds de mission du service s'est poursuivi. Et donc les acteurs, et notamment je pense à un certain nombre d'États qui, eux, n'étaient pas particulièrement concernés par la lutte contre le terrorisme, ont continué leurs actions et ont profité de la chute du mur de Berlin pour donner le libre cours à leur volonté d'aller chercher l'information là où elle se trouvait, et notamment pour faire profiter à leurs industries en général d'informations utiles qui se trouvaient plutôt du côté occidental du mur de Berlin. Merci, colonel. On va parler organisation. C'est une question commune aux trois, Général Tisser, Emmanuel Negelin et colonel Marchand. Alors que cette thématique cyber est quand même relativement jeune encore, a-t-on aujourd'hui une équipe de France soudée, cohérente en matière de cybersécurité et de cyberdéfense? Et est-ce qu'il y a des points à améliorer pour être plus efficace en matière d'espionnage industriel, enfin de contre-espionnage industriel et technologique?
Alors je pense en effet que nous avons une belle équipe de France, très, très performante, et notamment je crois que la revue stratégique de cyberdéfense de 2018 a fait beaucoup, parce qu'elle a permis d'assurer justement un constat, que c'était très, très hétérogène en fait la manière d'appréhender la cybersécurité, la cyberdéfense en France, et puis notamment d'apporter une gouvernance, une structuration de ce domaine, avec, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, et à la limite c'est plutôt l'ANSSI qui pilote cela au quotidien, cette manœuvre interministérielle, mais voilà, il y a des chaînes opérationnelles, il y a des missions qui ont été clairement identifiées. Et l'objectif, justement, c'est de travailler ensemble, chacun avec les éléments qu'il a, de partager sur la connaissance qu'il a de la menace, qu'ensemble, on détermine mais de quelle manière on peut réagir par rapport à cela. Donc pour moi, on est vraiment une belle équipe de France, on est performant, et d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que on est dans cette dynamique un petit peu, on va voir les Jeux Olympiques prochainement, mais voilà, plus loin, plus vite, plus haut. Et c'est un peu ce que l'on fait, et notamment justement grâce à la loi de programmation militaire qui nous a octroyé des budgets, de la ressource humaine supplémentaire. On permet voilà, d'aller plus profond, d'aller plus large et de réagir plus vite, et notamment en matière de détection, en matière d'anticipation, de réaction. Je crois que c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et d'une certaine manière, la France affirme que c'est une puissance, une grande puissance en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, parce qu'elle a des capacités offensives, des capacités défensives, elle a une BITD, elle agit aussi dans certains domaines comme le droit international. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui marque qu'elle est forte. On a aussi un certain nombre d'exemples avec l'ANSSI il y a quelques années, et on continue encore cette année à monter des équipes communes dans le cadre d'exercices internationaux, dans le cadre de l'OTAN élargie, un exercice qui s'appelle Lock Shields, qui regroupe de très nombreuses nations très, très fortes en matière de cyberdéfense. Eh bien, nous avons fait 2 fois premier en fait de cela. Donc ça montre la capacité que nous avons, mais même les plus forts sont aussi fragiles. Et on a vu dernièrement les États-Unis, qui sont connus pour être très forts en cyberdéfense, avec SolarWinds. En fait, ils ont été attaqués eux aussi, des administrations. Donc en fait, je crois que par-delà la volonté qui est là, qui est manifeste, le travail en interministériel qui est très bien, qui est très dynamique, aujourd'hui, nous devons justement combler un certain nombre de trous dans la raquette et faire en sorte d'avoir une homogénéité justement des structures, de cet état d'esprit collectif pour pouvoir mieux progresser ensemble et donc développer des capacités avec ces nouvelles technologies que l'on peut avoir aujourd'hui, l'intelligence artificielle par exemple, d'autres domaines. Mais ce qui est essentiel derrière, c'est l'humain. Et c'est là où justement il y a besoin qu'on se connaisse pour travailler ensemble, qu'on établisse cette confiance mutuelle, et puis qu'on ait ces parcours de carrière. Et aujourd'hui, il y a des parcours de carrière là avec ces 3 acteurs, DRSD, ANSSI comme Cyber. Nous avons un certain nombre d'officiers qui vont dans ces entités-là, et ça permet de créer des liens, quoi. Et il y a des passerelles qui sont essentielles. Et vraiment, je crois qu'on travaille vraiment ensemble dans ce climat, parce que la menace est telle qu'on ne peut pas se permettre de travailler en silo. Juste une petite précision générale. Vous la situez où, l'équipe de France? Elle est dans le top 5 mondial? D'une certaine manière, oui. On est dans le top 5. Alors après, tout dépend en fait des critères précis que l'on met. Mais je pense qu'on se positionne dans ce top 5. Et là, plus spécifiquement pour le ministère des Armées, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des capacités large spectre et de ne pas avoir de trous dans la raquette, comme on peut dire un petit peu vulgairement, et d'être présent partout. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'on est dans les 5. Emmanuel Negelin, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France, vous, du point de vue de l'ANSSI ? Je partage tout à fait le constat, encore une fois, du général. On a une belle équipe de France. Soyons raisonnables, elle ne sera pas championne du monde, parce qu'il y a quelques autres compétiteurs. Championne d'Europe, oui, peut-être. Mais championne d'Europe, pourquoi pas, effectivement. Et ça, je pense que c'est peut-être une ambition qui est à notre portée, à condition, effectivement, qu'on se dote des outils pour permettre tout ce partage d'informations, ce partage de bonnes pratiques, ce partage de compétences qu'a évoqué le général précédemment. Et ça me permet justement d'attirer votre attention sur un point particulier qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le campus cyber. Ce campus cyber, vous savez, ce lieu totem là, qui va être créé à la Défense, sous l'initiative de Michel Vandenberg, ça va être, à mon avis, et à l'avis de l'ANSSI, de l'ensemble de l'écosystème, cet outil justement qui va nous permettre de mieux structurer, mieux
mieux créer cette équipe de France en regroupant à la fois des administrations du ComCyber, de l'ANSSI, d'autres ministères, des industriels. Alors des industriels de la cyberdéfense, mais aussi des industriels qui cherchent des solutions de cybersécurité, donc ce que nous appelons des bénéficiaires. Et puis le troisième grand acteur qu'on va trouver dans ce campus cyber, ce sont des instituts de recherche et de formation. Et donc le fait de les mettre tous ensemble dans le même bâtiment, et aujourd'hui c'est plus de 60 acteurs qui vont se retrouver dans ce bâtiment-là. On a beaucoup d'espoir que ça crée de belles synergies et que cette équipe de France effectivement soit encore plus efficace, encore plus performante, et qu'effectivement, au moins au niveau européen, elle ait une belle place, quoi. Merci beaucoup. Colonel Marchand, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France, vous? Est-ce que vous pensez qu'elle va gagner le championnat d'Europe? Alors pour filer la métaphore footballistique, je dirais que le gros avantage de l'équipe de France, c'est que chacun de ses membres est différent des autres. Et donc pour ce qui concerne le service, je parlais tout à l'heure de son maillage territorial, donc la proximité avec un certain nombre de chefs d'entreprise, de responsables de la cybersécurité, etc., qui est un atout, je pense, assez majeur dans ce domaine, qui permet d'avoir une vision de la partie basse du spectre, qui nous éloigne un peu des OIV, mais qui est très complémentaire de ce que fait l'ANSSI. Le service est également représentant du ministère des Armées auprès du GIP ACIMA, qui nous permet également d'avoir cette photographie du bas du spectre, et notamment tout ce qui concerne les tentatives ou les hameçonnages qui ont été réalisés auprès des particuliers, les rançongiciels qui attaquent les systèmes d'information des entreprises. Donc je pense que chacun de ces membres est un membre particulier, et à ce titre, c'est bien l'ensemble qui doit fonctionner et qui doit échanger correctement, de façon à ce que le résultat commun soit au niveau, et c'est bien l'objectif général. C'est à ce titre également que nous retrouvons régulièrement dans des réunions dédiées, et donc voilà, c'est l'ensemble de l'équipe de France qui doit être performante. Et je reste sur volet organisation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pour que la France soit encore plus efficace et pour gagner ce championnat d'Europe? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait plus de talent, il faudrait plus de financement, il faudrait plus de moyens de détection. Qu'est-ce qui manque encore pour aller un peu plus loin, Monsieur Nejlen? Peut-être justement plus de synergie, plus de partage. Les compétences, je pense qu'on les a, les moyens aussi, on les a. Alors, quand vous demandez à un chef ou à un directeur s'il a assez de moyens, il a toujours une petite retenue, mais il faut être quand même raisonnable. En tout cas pour ce qui est de l'ANSSI, nous sommes dotés de superbes moyens et de très belles compétences. Mais si on est capable effectivement de mettre en place des structures qui nous permettent de plus partager, notamment sur la menace, à travers par exemple des CERT, vous savez, ces centres d'urgence cyber qu'on va essayer de créer dans tous les secteurs d'activité par exemple, ou dans les régions. Eh bien, ça, c'est un exemple très concret de structures qu'on va mettre en place petit à petit, qui vont nous permettre de partager des éléments très concrets sur la menace avec l'ensemble des acteurs concernés, des TPE, des PME, des grands groupes, des collectivités locales, tous ceux qui sont aujourd'hui concernés par la menace cyber et qui cherchent des solutions sans en trouver évidemment de manière évidente. Donc ça, c'est un type d'outil qui va nous permettre de créer beaucoup plus de partage et de synergie entre tous les acteurs pour, encore une fois, avoir une réponse collective face à cette menace. Général, qu'est-ce qui vous manque pour aller titiller les champions du monde? En effet, la synergie, c'est quelque chose qui est important. Malgré tout aussi, c'est vrai que nous avons des compétences très, très fortes et malgré tout, aujourd'hui, compte tenu de la nature de la menace, sa multiplicité, on a quand même besoin d'avoir un effet de seuil, en fait. Le qualitatif, on l'a, mais il faut quand même qu'on ait du quantitatif. Et c'est cette combinaison de qualitatif et de quantitatif qui fait qu'on va pouvoir travailler. Et ces synergies, il faut que ça devienne en effet de plus en plus des réflexes. Donc ça, c'est de l'entraînement. Il faut des exercices. Il faut sans cesse se préparer, en fait. Il faut, et on le dit souvent, en effet, au sein des forces militaires, des forces armées, il faut que l'entraînement soit difficile pour que le conflit soit plus facile. Et donc c'est ça, quoi. Et on a malheureusement d'une certaine manière cette chance ou cette opportunité qu'il y a beaucoup d'attaques. On n'est pas en fait dans un mécanisme, un triptyque paix.
crise et puis guerre. On le voit dans le cyberespace et ça concerne tout le monde, pas que le ministère des Armées. On est vraiment dans une compétition très très forte. Un certain nombre d'acteurs utilisent justement le cyberespace pour faire un levier de puissance. Donc compétition, contestation, confrontation, et c'est ça qu'il faut appréhender. Il faut savoir se positionner par rapport à tout ça. Et une des difficultés justement, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est ces effets de seuil. Comment est-ce qu'on se positionne à un moment, un acteur, ce qu'il fait, en effet, on sait que c'est illicite, que c'est illégal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer ? Donc voilà, donc c'est vraiment cette vision globale. Je crois que c'est appréhender la totalité justement de ce qui peut se passer dans le cyberespace avec la totalité justement des moyens, des forces que nous avons qui sont là, qui sont réels. Et de façon à justement bien coller, être bien réactif et bien global par rapport à ces modes d'action offensifs. Colonel ? Alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit l'ANSSI au travers de solutions techniques qui doivent être mises en place et d'organisation. Donc il parlait de CERT ou de CECIRT. Donc ces échanges autour de solutions techniques permettent d'aller plus vite et de mieux partager, de façon à avoir une espèce de point de situation qui soit partout le même. Le second point que je voudrais aborder, c'est, je parlais tout à l'heure de sensibilisation. Le service a pu mesurer à quel point la sensibilisation des COMEX était extrêmement importante. C'est-à-dire que quand un chef, alors qu'il soit d'entreprise ou militaire, a pris conscience de la vulnérabilité de ces systèmes d'information et à quel point lui peut changer les choses. On a vu le cas de grandes entreprises qui ont réinternalisé un certain nombre de services qui avaient été externalisés en Europe de l'Est ou en Inde. Donc le chef qui est convaincu que ces systèmes d'information seront moins vulnérables si les services sont réinternalisés, eh bien la DRSD considère que c'est une victoire et que l'ensemble de la BITD du coup sera moins vulnérable aux cyberattaques. On va aborder le volet protection maintenant. Colonel, je gardais le micro. Comment évaluez-vous la prise de conscience des OIV et de la BITD sur le niveau de protection qu'ont mis en place ces entreprises? Sur une échelle de 1 à 10, vous leur mettriez finalement combien? Et avez-vous identifié des maillons faibles comme la supply chain ou qui offre de plus en plus de points d'entrée vulnérables par rapport aux grands maîtres d'œuvre, ou peut-être je pense aussi au monde de la recherche qui est beaucoup plus ouvert. Est-ce que ce sont vraiment des maillons faibles? Alors le service mène des inspections de cybersécurité, donc nous sommes missionnés par le cabinet de la ministre et donc nous inspectons les systèmes d'information d'un certain nombre d'autreprises qui sont liées contractuellement avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, ou avec le CEA dans sa partie militaire. Donc nous inspectons un certain nombre de systèmes d'information, ce qui nous permet d'avoir une image assez fiable et exacte des systèmes d'information, donc des entreprises en question. Et pour répondre à votre question, en fait, il n'y a pas de normes. Il y a des cas vraiment très très différents. Des entreprises, on parlait d'OIV tout à l'heure, qui ont externalisé pour certaines un grand nombre de services. Et donc leur cyberprotection est plutôt, cyberdéfense est plutôt confiée à d'autres. D'autres, au contraire, et après nos sensibilisations, ont réinternalisé ces services et assurent eux-mêmes leur cyberprotection, cyberdéfense. Et parmi les entreprises, eh bien, on trouve des entreprises de taille moyenne, des PME qui disposent d'un niveau d'homologation de leur système d'information qui est très élevé. Donc on a parfois des surprises et donc il ne faut pas considérer de but en blanc que la supply chain est complètement déficiente pour tout ce qui concerne sa cyberprotection, enfin la cyberprotection de ces systèmes d'information. On a plutôt un très grand nombre de cas et chaque entreprise dans ce domaine est très différente. Donc l'image prise par le service en termes de cybersécurité est vraiment très très variable suivant les entreprises auxquelles on a affaire. Et donc, comme note moyenne, vous leur mettrez quoi, 7, 8 sur 10, évidemment? Alors, on s'aperçoit que il n'y a pas vraiment de note moyenne. Donc, on trouve tout type de résultats, d'une situation très satisfaisante à une situation qui l'est beaucoup moins. Et donc, le service, quand il mène ses inspections dans les entreprises,
Les conduits, donc, pour certaines, elles durent jusqu'à une semaine. Et donc, à la fin de la semaine, il y a un débriefing à chaud. Et donc, lors de ce débriefing, on informe le PDG de l'entreprise du niveau de cybersécurité de ces systèmes d'information. Donc, il y a des cas dans lesquels ce débriefing à chaud se passe pour le mieux, d'autres cas où c'est moins sympathique. Mais dans tous les cas, des actions sont prises et le service, si la situation était particulièrement mauvaise, dans cette entreprise, eh bien, mène une post-inspection 6 mois plus tard. Donc l'idée étant bien de s'assurer que le niveau de cybersécurité des systèmes d'information est assuré dans l'entreprise et que la BITD dans son ensemble n'a pas de cheval de Troie ou de situation qui serait vraiment très dégradée. Emmanuel Negelin, c'est votre vision également ou c'est un peu différent pour les OIV ? La problématique, elle est quand même très complexe. Quand on regarde les derniers événements, SolarWinds, Microsoft Exchange, ou en France, par exemple, Centréon, de quoi on se rend compte ? On se rend compte que finalement, les attaquants n'attaquent plus directement les grands opérateurs critiques, parce que justement, ces opérateurs-là, généralement, ont fait un effort pour se sécuriser, mais ils essayent de trouver finalement un point faible dans la supply chain pour rentrer finalement dans ces opérateurs critiques. Quand vous êtes un grand groupe et que vous avez peut-être 1000 sous-traitants ou fournisseurs, comment vous assurez que l'ensemble des sous-traitants, de ces fournisseurs, a un niveau minimal de cybersécurité sur son système d'information, a pris un certain nombre de mesures, sachant que vous avez besoin de vous interconnecter avec lui, sinon vous ne pouvez pas travailler avec lui souvent. C'est une problématique extrêmement complexe à traiter. Quand on reparle justement de l'exemple de SolarWinds, qui, il y a un an, connaissait cette société ? Quand vous allez voir des DSI, vous leur dites au fait, tu connaissais SolarWinds ? Ben, tous vous disent non. Et pourtant, c'est un système d'information, une solution technique qui est présente dans un très grand nombre de sociétés, quoi. Voilà. Donc la difficulté, elle est quand même, il y a une vraie complexité autour de la supply chain des grandes entreprises, des OIV en particulier, et qui est assez difficile aujourd'hui à résoudre. Je vous avoue que c'est un problème qu'on se pose. Alors effectivement, il y a des choses à faire, notamment à partir des opérateurs eux-mêmes, les inciter à être beaucoup plus vigilants sur leur supply chain, et je pense qu'ils le sont maintenant. Mais c'est quand même une problématique extrêmement complexe pour eux à appréhender, quoi. Général Dissert. Oui, je crois que la difficulté, c'est vraiment la gestion de bout en bout et de réussir à être homogène en fait dans ce qu'on demande aux uns et aux autres. Et c'est pas évident parce qu'en effet, quand il y a un grand groupe, on peut comprendre qu'il soit suffisamment performant pour pouvoir consacrer de la ressource humaine et financière et s'organiser pour faire face à ces enjeux. En revanche, une société plus petite, ça va être plus compliqué. Et c'est vrai que les critères qui étaient définis par rapport à l'ensemble justement des sous-traitants de rang 1, de rang 2, c'était des critères de performance, mais pas forcément en matière cyber. Et alors pour le ministère des Armées, justement, qui a besoin de grands industriels, en fait, d'équipementiers pour satisfaire ses besoins en système d'armes, en système d'information, et bien finalement, ce que nous avons fait, c'est la ministre des Armées qui a signé en novembre 2019 avec les 8 plus grands maîtres d'œuvre industriels de la défense, une convention justement pour pouvoir gérer ce bout en bout. Que ces industriels, dont beaucoup en fait ont des systèmes qui sont mis à jour en automatique, en fait ils sont interconnectés avec nos systèmes qui sont utilisés de manière opérationnelle. Et évidemment l'objectif c'était que involontairement ils ne transmettent pas une attaque qu'ils seraient en train de subir. Et donc avec ces 8 grands maîtres d'œuvre industriels, je les citais, alors je les ai mis par ordre alphabétique pour être sûr de ne pas les oublier parce qu'ils sont tous très, très impliqués. Vous avez Airbus, Ariane Group, Dassault Aviation, MBDA, Naval Group, Nexter, Safran, Thales. Et en fait, nous travaillons avec eux vraiment pour réussir à partager la connaissance que nous pouvons avoir justement de la nature de la menace et identifier ces critères, ce référentiel, parce que dans l'absolu, c'est très difficile de savoir est-ce que j'ai fait l'effort suffisant ? Oui, non, sur quel point, comment ? C'est pas facile. Et aujourd'hui, on voit bien, on n'est plus seulement dans une défense
périmétrique, mais aussi dans une défense en profondeur, quoi, en fait. Donc la cyberdéfense, la cybersécurité, elle s'appuie sur énormément de mécanismes qui doivent être redondants. Si l'un est attaqué, l'autre doit prendre le relais. Et on voit bien qu'on a besoin, on est un petit peu dans une réflexion de ce qu'on appelle du zéro trust, où chaque module doit apporter sa sécurité. Et bien là, chaque industriel doit apporter une certaine garantie. Et tout cela, évidemment, se fonde sur la confiance et le fait de travailler ensemble dessus, indépendamment de tout contrat. Hein. Là, il n'est pas question de contrat, il est question de travailler ensemble pour que les uns et les autres ne subissent pas finalement ces attaques indirectes par ces attaquants qui sont très, très doués. Et l'attaque est toujours plus facile que la défense. En fait, il suffit de trouver une vulnérabilité, l'exploiter. Et malheureusement, beaucoup de systèmes de logiciels, d'équipements ont des vulnérabilités pour pouvoir après réussir à passer. Le monde de la recherche est visiblement un maillon faible parce qu'il est très ouvert sur le monde et la criticité de certains domaines de recherche sont très importants. Comment on peut justement les amener à un peu plus de sécurité ? Est-ce que vous avez des solutions justement pour le monde de la recherche ? C'est un monde très particulier, certes, mais qui fait partie du domaine technologique français. C'est une problématique très compliquée, puisque si vous dites à un chercheur qu'il ne peut pas partager avec ses homologues d'autres pays, ben évidemment, vous l'amputez d'une partie de son métier, quoi, finalement, parce que son métier passe par énormément de partage avec ses pairs. Donc, effectivement, il y a un vrai défi pour un chercheur de savoir qu'est-ce qu'il peut partager, pas partager. Aujourd'hui, l'ANSSI travaille très très bien avec les instituts de recherche, donc on travaille très bien avec le CNRS, avec le CEA, ça a été dit, mais aussi et beaucoup avec l'INRIA par exemple. Donc les problématiques de cybersécurité, elles ne sont pas du tout absentes des grands instituts de recherche, ils les ont bien intégrés, d'ailleurs ils mènent des recherches dessus, mais eux-mêmes. Mais effectivement, c'est un vrai défi d'arriver à trouver ce bon équilibre entre un partage très ouvert et une naïveté qui fait que derrière, vous vous faites piquer vos savoir-faire, quoi. Colonel, vous avez... Alors le service a effectivement un œil particulièrement attentif sur tout ce qui concerne le monde de la recherche. Et je parlais tout à l'heure de sensibilisation, eh bien nous nous attachons à sensibiliser les chercheurs également. Et donc pour les sensibiliser, nous utilisons donc la sensibilisation technique telle que nous la faisons avec d'autres acteurs, mais nous y associons également les gens qui chez nous font de la contre-ingérence économique. C'est-à-dire pour montrer à quel point les recherches et les informations qui sont détenues par les laboratoires de recherche sont des cibles particulièrement tentantes pour les services étrangers. Et donc, nous espérons parvenir à sensibiliser donc, au bon niveau les chercheurs. Mais alors, je rejoins tout à fait ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que nous n'en sommes jamais certains, puisque chez eux, le besoin de partager est consubstantiel de leur métier. C'est-à-dire qu'effectivement, un chercheur qui ne partage pas, eh bien, c'est un chercheur qui va disparaître de la photo très rapidement, puisque les autres n'obtiennent de lui aucune information utile. Donc, il faut savoir, je pense, les sensibiliser de façon à ce que leurs échanges soient mieux mesurés. C'est ce à quoi s'attache le service. Général ? Oui, et je crois que ce qui est important, justement, c'est vraiment de travailler avec eux, d'être au contact pour échanger ces préoccupations qu'on a peut-être plus, en effet, au niveau du ministère des Armées ou de l'ANSSI. Et typiquement, nous avons un certain nombre de partenariats, nous avons des chaires de cyberdéfense, cybersécurité qui permettent justement d'échanger nos préoccupations, la connaissance que l'on peut avoir de la menace, les informations qui peuvent être partageables, celles qui ne le sont pas, notamment des mécanismes, des algorithmes ou d'autres éléments, et aussi par exemple avec le pôle d'excellence cyber en fait où la région Bretagne et le ministère des Armées en fait nous avons établi depuis plusieurs années en fait ces échanges qui sont à la fois justement avec des chercheurs, avec le monde académique et puis aussi avec des sociétés petites et grandes, et ça permet voilà de partager ces préoccupations et de faire en sorte de les sensibiliser davantage sur ces éléments. Je crois qu'il n'y a que ça, c'est travailler ensemble pour que tout le monde comprenne les préoccupations des uns et des autres
et que l'on sache à un moment ou un autre, en effet, qu'est-ce qui peut être partagé, parce que c'est vrai qu'un chercheur a besoin à un moment ou un autre de partager, et puis ce qui peut ne pas l'être, ou après, on peut tout à fait sponsoriser un certain nombre de recherches aussi. C'est ce que fait la Direction générale de l'armement, justement, parfois, avec des recherches qui peuvent être classifiées de défense, mais ça permet voilà, aux chercheurs d'être connus, reconnus pour ce qu'ils font, même si leurs travaux ne sont pas forcément complètement publiés. Merci Général, on va rentrer bientôt dans le Money Time. Une question pour Emmanuel Negelen et le colonel Mathieu Marchand. Dans le numérique, la portée extraterritoriale de certaines réglementations affecte la souveraineté de la France. Comment lutte-t-on contre ces dispositifs qui sont très intrusifs, comme le Cloud Act, le plus connu de tous, mais aussi et surtout le dernier né du dispositif américain, le CMMC, qui impose aux fournisseurs étrangers du Pentagone un audit de leur système d'information. Comment on fait justement pour contrer la puissance américaine ? Vaste sujet, effectivement. Je ne suis pas sûr que l'ANSSI ait toutes les réponses à ces questions-là, puisqu'il y a derrière tout ça des questions éminemment juridiques, hein, mais qu'on peut aborder tout de suite d'ailleurs. Hein. Une des façons de contrer peut-être ce genre de législation extraterritoriale, c'est déjà de créer des sociétés qui sont françaises ou européennes, et vraiment françaises ou vraiment européennes, c'est-à-dire qui ne sont pas sujettes à ces lois. Et à ce propos, l'initiative qu'a pris Capgemini avec Orange Cyberdéfense de créer une société française qui va amener des solutions de cloud pour des OIV français en utilisant des technologies de Microsoft, c'est une solution a priori qui nous paraît intéressante, en tout cas au niveau de l'ANSSI, pour répondre effectivement aux besoins à la fois de nos OIV, de disposer du top de la technologie en termes de bureautique, en l'occurrence, mais en même temps être protégé contre ce Cloud Act ou d'autres lois extraterritoriales. Donc ça, c'est une première réponse, avoir des sociétés françaises ou européennes qui sont capables d'apporter ce type de service pour échapper effectivement à ces lois-là. L'autre grande réponse qu'on essaie de promouvoir à l'ANSSI, c'est d'avoir des schémas de certification européens, un peu à l'image de ce que font les Américains finalement avec leur CMCC, avoir nos propres schémas de certification. Et c'est bien ça qu'on pousse actuellement avec l'ENISA, l'Agence de cybersécurité européenne, pour avoir un schéma de certification du cloud qui soit européen et qui nous permette effectivement d'avoir nos solutions européennes certifiées et reconnues par l'ensemble après des pays membres de l'Union européenne. Voilà, donc avoir des sociétés françaises et puis d'un autre côté avoir nos propres normes finalement qui s'appliquent en Europe, qui sont reconnues au niveau européen et qui nous permettent finalement de partager nos solutions, quoi. Colonel ? Oui, en fait, la manière de faire des Américains, on parlait tout à l'heure des CMMC et de ITAR, par exemple, fait école. Donc ça, c'est la première chose. Les Chinois, par exemple, ont mis en place en décembre dernier le même genre de solution technique que les Américains. Donc, en fait, un certain nombre d'États dans le monde se protègent de la manière de faire américaine. Et donc, je ne vois pas très bien comment la France pourrait s'en sortir seule dans ce cadre. Ou alors, elle mettrait en danger la compétitivité de ces entreprises. Et donc, je rejoins ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que la solution est probablement européenne et les entreprises françaises doivent pouvoir effectivement trouver une solution qui les protège à ce titre des manières de faire américaines, et la seule manière de faire, c'est de trouver une solution européenne qui leur serve de bouclier au même titre que les entreprises allemandes ou italiennes. Merci. Général Tisser, on voit que la technologie arrive à grands pas dans tout ce qui est évidemment cyber, et notamment l'intelligence artificielle, et plus tard certainement le quantique, qui sera de plus en plus présent dans la cyberdéfense. Vous, comment vous voyez ça ? Quelle est sa place ? Comment l'utilisait-on ? Réfléchissez-vous déjà à l'arrivée du quantique ? Alors oui, les nouvelles technologies, les hautes technologies, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons. Donc le commandant de la cyberdéfense, c'est plus un utilisateur, mais nous sommes en contact étroit avec la Direction générale de l'armement justement pour développer et voir ces technologies, en quoi elles peuvent être utiles. Et c'est vrai que l'IA, le quantique, souvent on en parle. Alors le quantique, c'est vrai, ce qui fait peur, c'est que ça peut remettre en cause complètement le chiffre d'un seul coup, ce qui mettait des années, et des années, c'est des centaines d'années, voire des milliers d'années en fait pour casser du chiffre. Et bien finalement, avec des ordinateurs quantiques, on se dit, mais tiens, en quelques minutes, c'est possible.
Donc en fait, là, c'est évidemment une rupture stratégique et on y travaille. Et la DGA, justement, travaille sur des algorithmes qu'on dit post-quantiques, c'est-à-dire qu'ils intègrent cette capacité des ordinateurs quantiques à casser du chiffre. Donc ils travaillent dessus, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, évidemment, on s'appuie aussi sur certaines entreprises françaises qui sont assez pointues. Évidemment, l'ANSSI est un acteur majeur aussi dans ce domaine-là pour pouvoir trouver les solutions et anticiper. Là, je crois qu'on est vraiment dans de l'anticipation. De même que pour l'IA. L'IA, on en parle souvent justement pour la cyberdéfense, la cybersécurité, à la fois pour détecter justement des malwares très vite avec divers types d'IA, mais on est aussi sur potentiellement de l'offensif. Et il ne faut pas oublier que le ministère des Armées utilise des capacités offensives sur les théâtres d'opération, donc dans un cadre très précis juridique, des règles d'engagement, on ne fait pas évidemment n'importe quoi, et donc ça peut être intéressant. Et puis aussi, l'IA, il faut la protéger elle-même parce qu'elle est dans plein de secteurs en fait et on sait qu'elle peut apprendre toute seule mais qu'elle peut se tromper dans son apprentissage et là on doit sécuriser cet apprentissage là aussi, donc ce sont des choses importantes. Et aujourd'hui très concrètement, on essaye de créer justement cette agilité en fait de capturer cette innovation et avec la DGA nous avons une Cyberdéfense Factory qui est un incubateur justement et aujourd'hui quelques startups PME y travaillent, donc elle est localisée à Rennes dans ce pôle régalien que nous avons constitué. Et en fait, ces entreprises viennent avec des algorithmes et elles vont les perfectionner avec nos données dans un environnement opérationnel. Donc là, c'est pareil, finalement, on leur permet de travailler, d'être au contact de certaines réalités qu'elles n'auraient pas si elles étaient complètement en autonome. Et en contrepartie, évidemment, nous allons bénéficier de ces algorithmes. Donc là, vraiment, on travaille énormément dessus. Mais j'aurais tendance à dire que l'humain reste quand même essentiel. Et donc en fait, l'humain, il doit être outillé, il doit être augmenté, parce que la technologie en elle-même n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit maîtrisée, il faut qu'elle soit contrôlée. Elle ne fait pas tout. Colonel, un complément d'information ? Un petit complément rapide. En fait, le service s'attache à protéger notamment les entreprises dans lesquelles travaillent les ingénieurs dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ces entreprises sont non seulement des pépites qu'il faut protéger, mais elles évoluent dans un milieu de prédation, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement intéressantes pour les États étrangers qui voient au travers de leur acquisition l'occasion de couper dans les virages, c'est-à-dire en acquérant ce genre d'entreprise, eh bien, ce sont des recherches qu'ils n'auront pas à effectuer. Et donc le service s'attache d'une part à les protéger au cas où ils soient victimes de cyberattaques, mais aussi à alerter jusqu'au cabinet de la ministre au cas où ces entreprises seraient victimes de tentatives d'achat ou de rachat, puisqu'il peut aussi s'agir de fuite de données sensibles par ce biais. Général, une dernière question pour vous trois. Général Tisser, 3 ans et demi après la création du commandement de la cyberdéfense, quel premier bilan tirez-vous ? Quel regard nos alliés portent-ils sur cette force ? Moi, j'en tire un bilan très positif parce que nous avons continué à développer nos capacités défensives. Nous avons continué à développer nos capacités offensives et nous l'avons dit. Nous avons dit, voilà, nous avons une doctrine offensive dans un cadre très spécifique. Nous avons aussi écrit par rapport à l'application du droit international aux opérations cyber. Donc là, c'est quelque chose de très intéressant qui a permis de se positionner à la fois en déclinaison de ce qu'on appelle le manuel de Tallinn, mais aussi sur certains points de se distinguer par rapport à cela. Là, on est aussi un peu dans ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire qu'on fait preuve en fait d'influence sur la scène internationale par rapport à nos positions. On a évoqué notre BITD qui est là, qui nous soutient justement, notre Cyberdéfense Factory. Donc je crois que vraiment, on a bien progressé. On a de beaux résultats lors des exercices internationaux. Donc là aussi, c'est un succès. Donc je pense qu'on est vraiment reconnu par nos alliés comme étant en effet potentiellement vainqueur en fait sur le plan du championnat européen. Mais voilà, on est très bien. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas baisser la garde. Il faut qu'on continue ces efforts. C'est vrai qu'il y a un effort très important en ressources humaines, en ressources financières. Mais malheureusement, la menace, elle est là. Les risques sont là. Et donc, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, quoi. Donc il ne faut pas baisser l'effort. Il faut continuer à travailler. Merci Général. Et Emmanuel Negelin, l'ANSSI qui a plus de 10 ans maintenant,
est devenu indispensable au quotidien de l'État et des OIV. Comment voyez-vous l'ANSSI dans 5-10 ans, alors que forcément le cyberespace va devenir de plus en plus omniprésent? Effectivement, vous venez de le dire, l'ANSSI a fêté ses 10 ans en 2019 et à cette occasion, elle avait publié un manifeste pour dire, voilà, dans les 10 années qui viennent, voilà ce que l'ANSSI pourrait devenir. Et est-ce qu'il tient toujours aujourd'hui? Alors justement, vous m'avez permis de le relire pour venir aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, on est vraiment aujourd'hui dans la réalisation de ce manifeste. On s'était fixé plusieurs objectifs, 9 grands objectifs, qui touchaient déjà, par exemple, à notre efficacité opérationnelle. Alors là, en termes d'efficacité opérationnelle, on a été rattrapé par l'actualité, puisque avec notamment en début d'année tous ces hôpitaux qui ont subi des attaques, on a bien dû faire face effectivement et augmenter notre efficacité opérationnelle. On s'était aussi engagé à être peut-être plus ouvert, plus en synergie avec l'écosystème. Et encore une fois, je pense que le campus cyber, justement, va nous permettre de réaliser cette promesse d'être plus ouvert et plus formateur, plus accompagnateur de tous ceux vers qui on peut finalement transférer un grand nombre de nos activités ou de nos compétences ou de nos savoirs. On s'était engagé aussi à être plus européen. Eh bien, écoutez, la présidence française de l'Union européenne, je pense, va nous, à compter de 2022, le premier semestre 2022, va nous donner une belle occasion de voir si effectivement nous allons être plus européens. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on y met énormément d'énergie parce que ça se prépare longtemps à l'avance, une présidence française. Et j'ai bon espoir, effectivement, que ce soit une réussite. Et puis, on s'était enfin engagé à être plus innovant. Et c'est effectivement, là, pour le coup, un effort de tous les jours qui n'a pas commencé en 2019. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète et qu'on décide d'un seul coup. Mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et on essaye de partager encore une fois ces innovations, notamment en termes d'intelligence artificielle ou d'autres nouvelles technologies, pour que cet écosystème avec lequel on travaille de plus en plus soit lui aussi de plus en plus performant. Merci Emmanuel Negelin. Colonel Mathieu Marchand, quel bilan faites-vous de la coopération dans le domaine cyber avec les Five Eyes? C'est une très bonne question, merci. Dans ce domaine, le service travaille ponctuellement avec les différents services et notamment les anglo-saxons puisque ce sont d'eux qu'il s'agit. Le service est particulièrement concerné par un travail étroit avec les Australiens actuellement. Donc nous sommes, et le directeur au premier chef... C'est en raison d'un programme commun? C'est ça, en raison d'un programme commun. Et donc le service s'attache à remplir au mieux cette mission avec un des 5. Par ailleurs, nous avons avec les 4 autres des relations régulières. Alors je ne vais pas dire que le service travaille tous les jours avec les Américains ou les Néo-Zélandais, mais nous sommes associés ponctuellement sur un certain nombre de dossiers et donc nous nous attachons à collecter auprès d'eux les informations utiles et à l'inverse en leur en fournir selon leurs besoins. Si je résume bien, c'est quand ils ont besoin de nous, ils font appel à nous et quand ils n'ont pas besoin, on passe notre tour. Alors les Américains notamment ne sont pas connus pour être avares en informations. On en obtient un certain nombre de manière simple et assez directe. C'est-à-dire que les Américains sont des pragmatiques et donc quand ils nous associent sur un dossier particulier, eh bien ils partagent assez largement les informations dont ils disposent. Donc à ce titre, ça n'est pas un échange en mode diode, c'est-à-dire que ça n'est pas, il ne faut pas que collecter les informations qu'on pourrait leur fournir, mais c'est bien d'un échange qu'il s'agit et c'est la même chose avec les 4 autres. Merci beaucoup pour cette table ronde très très riche et très passionnante et très intéressante. Vous pouvez éventuellement les applaudir si nous avons un petit public. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. J'espère au prochain Paris Air Forum. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci.